Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Bonjour. Comment t'as passé le week-end? Elvis, ça va très bien. Ça va? Ça va, c'est bien. Tu as fait quoi le week-end? C'est la question qu'on te pose. Dis-nous. Ça va, le week-end s'est passé. Tu as mangé le dongo? Non, pas ce week-end. Toi, tu manges ça? Oui. Moi, j'ai pas d'interdit. Non, c'est pas un interdit. Non, j'ai envie de dire que j'ai pas de nourriture. Tu manges le serpent? Oui. Ah là. Le chat, je mange. Voilà. Le chat. Ouais. Tu manges pas le chien? Non, j'ai pas. Si on te prépare le chien, tu vas je manger. mange ce que j'ai trouvé les gens en particulier manger chez moi, plus les expériences que j'ai eues sur le plan culinaire, des plats nigérians, camerounais, sénégalais et consorts. Mais sinon, de façon générale, j'ai pas de plat qui a priori ne peut pas me satisfaire. D'accord. Attends, on va faire un petit tour technique et puis on revient. Petit problème technique réglé. Merci, on peut repartir. Moi, c'est la politique. Qu'est-ce qui se passe du côté du dialogue? Alors, du côté du dialogue... Non, pas le dialogue. Finalement, les musulmans, ils ont trouvé un chef. Non, les musulmans, ils ne sont pas encore Les accordés. musulmans du Gabon. Oui. Mais on a nommé un La imam. communauté Un imam. musulmane du Gabon ne s'est pas encore accordée parce que simplement, on a désormais on va dire deux branches. Parce que il faut savoir que la branche, tout le week-end encore, j'ai discuté avec beaucoup de personnes qui m'ont appelé à la suite du passage de l'imam Ibrahim Mati. Parce que d'aucuns ont estimé qu'il y avait un certain nombre de choses qui ont été dites qui n'étaient pas nécessairement à prendre comme étant de la vérité pure, mais également il y a eu des gens qui avaient aussi auparavant intervenu sur le passage de l'imam Abdul Fattah. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est en face d'une situation où tant qu'il n'y aura pas le nouveau congrès, du moins il n'y aura pas un congrès proprement dit de la communauté musulmane pour pouvoir se réunir et que les deux parties mettent un peu d'eau dans leur vin, eh bien on aura toujours deux factions. Du moins on aura deux groupes. Parce que vous avez résolument un groupe qui soutient la situation, du moins la position de l'imam Andjoua Obolo, donc Benyamin Andjoua Obolo, et il y a une autre faction, sinon un autre groupe aujourd'hui qui soutient pleinement le fait qu'il y ait eu un choix par les responsables politiques, en l'occurrence la proposition qui avait été faite par... Il n'a pas nommé, il a fait une proposition qui a été acceptée par la communauté musulmane dans le temps de pouvoir s'inscrire dans une logique qui ferait qu'il y ait un certain retour à la sérénité. Alors, des deux points, c'est purement théologique parce que le combat qui va arriver, du moins qui est en train, que vit la communauté musulmane en ce moment, c'est un combat purement théologique. À la base. Après, on peut aller sur le juridique parce que je discutais avec des gens et je faisais un peu la synthèse des deux invités qu'on a eus. C'est-à-dire que vous avez un groupe aujourd'hui qui estime qu'ils ne voudraient plus avoir comme responsable au sein de leur communauté des gens qui n'ont pas fait des études en droit islamique ou qui ne connaissent pas en réalité la science islamique. Donc à partir de là, ils voudraient qu'on les considère, du moins qu'ils soient considérés au même titre que, par exemple, l'Église catholique, qui a un ordre bien établi où vous avez les prêtres, les évêques et les diacres. Toutes ces personnes-là ont une ascendance sur les fidèles, les simples fidèles. Mais les musulmans s'organisent comment au Gabon? Au Gabon, Ils ont une association seulement. ils sont en association, il y a des associations. Même l'Église catholique, c'est considéré comme une association au Gabon. Mais il y a un ordre ecclésiastique qui est là. Est-ce qu'il y a l'ordre là chez les musulmans? C'est ce que la branche de l'imam Benyamin Andjoua voudrait mettre en place. C'est-à-dire qu'il voudrait que désormais, il y ait un ordre, un clergé qui va organiser la communauté pour permettre à ce qu'on ne soit plus dans cette situation qui faisait que des simples fidèles venaient à édicter... Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? C'est à la base, parce que si on tient compte du fait que la foi, il faut des ministres de la foi pour pouvoir gouverner, du moins conduire la destinée d'une communauté religieuse, je pense que c'est une bonne idée. Maintenant, après,
il y a un certain nombre de discours. D'ailleurs, on l'a suivi ici lors du dernier passage de l'imam qu'on a reçu vendredi. On accuserait le camp de Benyamin Andjo aujourd'hui d'être un peu plus un groupe plus ou moins, du moins assis sur des préceptes coraniques qui sont souvent de nature à aller vers ce qu'on appelle l'extrémisme religieux, c'est-à-dire qu'ils voudraient instaurer respecter la tradition contenue dans le Coran. C'est ce qui ressort quand on écoute un tout petit peu les grèves qui leur sont faites, surtout quand on a écouté l'imam Mati le vendredi, il fait savoir qu'on aurait lu la charte qu'ils ont proposée et que cette charte-là comporterait aujourd'hui des passages qui ne sont pas de nature à créer une osmose avec les lois en vigueur au Gabon. Donc l'islam, à la base, est-ce que c'est organisé comme les catholiques? Oui, dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays, oui. Parce que moi, j'ai fait une recherche là. J'ai fait une recherche, on dit l'islam en tant que religion n'a pas une structure hiérarchique unique ou universelle reconnue comparable, par exemple, à celle de l'Église catholique. C'est pourquoi je dis beaucoup de pays. Cependant, il existe certaines structures et positions de leadership au sein de différentes branches et communautés musulmanes. Exactement. Par exemple, les sunnites, les chiites. Les chiites, ouais. Donc les sunnites, ce sont ceux qui suivent la tradition du prophète, donc Mohammed. Vous avez maintenant les chiites, ce sont ceux qui suivent la tradition de Ali, du prophète Ali, du moins le gendre de Mahomet. Et vous avez les tidjanes, vous avez les soufis, et ils sont nombreux. Et tous ces courants, on les retrouve plus ou moins au Gabon en fonction des nationalités Donc en fait, il n'y a personne qui commande l'autre dans l'islam. Chez les musulmans. Chez les musulmans, il y a souvent ce qu'on appelle... Dans certains pays, on met en place un haut conseil. Dans certains pays, vous avez aussi un grand imam qui a quand même vocation à diriger la communauté. Dans d'autres pays, par exemple l'Iran, vous avez les ayatollahs. Les ayatollahs, voilà. Oui, ça c'est les chiites. Voilà, ce sont des chiites. C'est la même chose au Liban, c'est la même chose, je crois aussi, si je ne me trompe pas, au Pakistan. Mais dans des pays comme les nôtres, on a souvent eu... Nous, on est sur quelle branche, sunnite ou chiite? Non, nous, on n'est pas dans on n'est pas... Il y a certainement des gens qui ont se sont engagés dans l'islam, dans ces foi-là, mais dans ces branches-là, mais ce n'est pas très exprimé ici. Ici, on a beaucoup plus les soufis, à cause de la forte communauté musulmane ou est-africaine qu'on a ici. L'influence de Cheikh Hamidou Bamba, qui est le fondateur de cette... les mourides, pardon, les mourides. Il y a les mourides, il y a le soufisme, il y a aussi ce qu'on appelle les tidjanes. Bon, c'est aussi une autre branche de l'islam que je ne connaissais pas. J'ai découvert en allant sur le terrain. Donc, toutes ces branches-là ont en commun le fait qu'ils sont tous regroupés au sein d'une seule, on va dire, une seule foi, la foi islamique. Donc, il n'y a pas un gars comme le monseigneur qui commande des prêtres. Après, est-ce qu'ils n'ont pas l'imam? Non, il y a des imams. Les imams ce sont les ministres du culte chez les musulmans. Mais qui te nomme imam? Bon, je crois... tu n'es pas musulman. Je ne suis pas forcément musulman. Donc on essaye de comprendre. Mais je sais qu'on fait d'abord des études, comme ils l'ont tous dit ici. Ils font des études, il y a certains qui font des études. Au sortir de ces études-là, en fonction du diplôme, quand vous arrivez, vous pouvez être imam. Parce que vous connaissez la science. Ensuite, vous avez... Mais quand tu arrives, tu trouves des gens. Mais ensuite... Et puis tu viens leur dire, bon les gars, j'ai tel diplôme, donc c'est moi l'imam. Non. Mais alors? Non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que c'est pourquoi je disais qu'il y a souvent, dans certains pays, un haut conseil. Par exemple, ici, l'imam Mati nous a fait savoir que, à un moment donné, toutes les associations musulmanes du Gabon s'étaient regroupées derrière le CSEG. Et le Conseil supérieur des affaires islamiques, c'est lui qui avait maintenant vocation voilà, donc il y a le Conseil supérieur des affaires islamiques qui avait vocation à pouvoir, du moins, donner des responsabilités. Mais pourquoi le Conseil là ne s'exprime pas depuis qu'il y a cette crise? Mais c'est au sein du Conseil qu'il y a la crise qu'on connaît en ce moment. D'accord. Parce que tous ceux qu'on a reçus ici sont membres du CSEG. C'est ce qu'on appelle le CSEG. Ah, le Conseil des affaires islamiques, c'est ce que vous appelez le CSEG? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Okay. Voilà. Donc, tous sont membres du CSEG, sauf qu'en interne, il y a une querelle de leadership. Parce que d'aucuns estiment qu'il y a un groupe qui a fini de
de gouverner et que au sortir de ce qu'il y a eu le 30 août, eh ben, s'ils ont été déchus, surtout que leur chef de la communauté, notamment Ali Bongo, qui était le chef de la communauté musulmane, ayant été déchus, tous ceux qui étaient avec lui dans la gestion même de la communauté qui devraient partir. Et qu'à un moment donné, il faut qu'on remette, ils repartent aux fondamentaux. Tu vois, par exemple, Youssouf, notre frère, oui, mon petit frère, voilà, qui nous a envoyé la charte en question qui est querellée. Mais dans cette charte, après dans les discussions, il me dit, non, nous, aujourd'hui, on a besoin qu'on ait des gens qui connaissent l'islam. Pas des... Ah, mais Fabrice, c'est un extrémiste. Oui, bon. C'est mon petit frère, je sais de quoi je parle. Tu jugeras. Mais Oui. ce qui est sûr, c'est que pour eux aujourd'hui, tous ceux qui suivent l'imam Andjo Obolo, l'ambition pour eux, c'est de pouvoir s'inscrire dans la logique de donner la gestion de la foi islamique aux imams. Peu importe votre type de formation, parce qu'il faut aussi savoir, je parlais de formation tout à l'heure, mais il y a aussi des gens qui, parce qu'ils savent prier, ils ont fait par exemple l'école coranique et ils sont arrivés au Gabon, ils ont construit une mosquée et il est l'imam de la mosquée parce qu'il sait prier, tu vois. Donc dès cet instant, ils ont besoin aujourd'hui qu'on sorte de l'imam par, on va dire, imitation ou juste simplement par adhésion, mais qu'on ait des gens qui connaissent véritablement ce qu'on appelle l'islam et qui peuvent l'enseigner et qui peuvent être on va dire, des vrais directeurs de conscience. Et qu'à ce moment-là, on sorte de l'environnement où tout est politisé, où du moins, on est dans un esprit où on veut nécessairement avoir un poste pour bénéficier d'un certain nombre de financements, parce que derrière aussi, il y a de grands enjeux financiers, il ne faut pas l'oublier. Vous savez très bien que la communauté musulmane, c'est une communauté assez importante. Vous avez des grands pays islamiques tels que le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, qui financent énormément on va dire l'expansion de l'islam à travers le monde. Le Maroc, l'Égypte, donc autant de pays qui peuvent apporter des ressources au niveau du CCG. D'ailleurs, c'est tout le tintamarre qu'on enregistre parce que c'est une grande cagnotte qu'il faut quand même gérer par la suite. Donc maintenant, derrière, il y a que, est-ce qu'on peut arriver aujourd'hui à trouver le juste milieu entre ceux qui sont pour que les imams dirigent la communauté et ceux qui veulent qu'on garde la physionomie ancienne où il y avait une certaine entente entre les imams et on va dire comme ça, les fidèles convertis à l'islam. Donc à partir de cet instant, je crois que c'est ce qui devrait amener à la suite de l'intérim, parce qu'il faut encore le dire une fois, Abdul Razak Kabongo, qui a installé le grand imam de Libreville, Tidjani Babagana. Voilà, Tidjani Babagana, il a su l'intérim en attendant qu'ils organisent le congrès. Et le congrès devra entériner peut-être soit le choix qui est fait jusque-là par un certain nombre d'imams ou le choix qui sera fait par un certain nombre d'imams aussi, parce que ce qu'il faut savoir ici, c'est que c'est le collège des imams qui élit le responsable de la communauté. Donc, mais ce qu'on peut souhaiter pour cette communauté, c'est qu'il est important aujourd'hui qu'ils se retrouvent à nouveau, qu'ils discutent, qu'ils trouvent entre eux le moyen d'aller de l'avant, parce que un islam avec 2 têtes ou 8 têtes au Gabon, je ne crois pas que ça va prospérer longtemps. C'est quoi, excuse-moi de te couper, j'entendais souvent le mot calife général. C'est quoi exactement? C'est un chef? Oui, c'est le chef de la communauté, c'est le calife. C'est ça. Le calife ou le raïs, en fonction des appellations qu'on veut donner. Normalement, c'est le chef. Le calife, normalement, il devrait gérer un califat, qui est un État islamique. Mais au niveau du Gabon, on ne peut pas parler de calife, puisque nous ne sommes pas un État islamique, nous sommes une république laïque. Et à ce titre, les musulmans dans notre pays devraient s'adapter à la loi en vigueur au Gabon, à la constitution, aux normes juridiques que tu connais bien. Donc, en réalité, ils ont un raïs. C'est lui, c'est le nom qu'ils donnent au chef de la communauté. Mais il y a aussi derrière que peut-être le fait que le groupe de l'imam Obolo n'a pas suffisamment mis de l'eau dans son vin en proposant quand même qu'il y ait une différenciation dans les responsabilités, parce que vous pouvez avoir le président de la communauté, du moins le chef de la communauté, pas président, le chef de la communauté, le grand imam,
Et le président du CCEC, c'est trois choses différentes. Parce que toutes ces fonctions-là ont quand même, ça nourrit parfois des objectifs qui ne sont pas forcément convergents. Quand vous êtes chef de la communauté, vous êtes le patron, on va dire, vous êtes le responsable de tous les musulmans du Gabon. Quand vous êtes le grand imam de Libreville, vous êtes on va dire, le premier parmi tous les imams de Libreville, un peu comme l'archevêque au Gabon. Mais l'archevêque n'est pas nécessairement le patron des autres évêques, ce n'est que le premier d'entre eux. Donc, oui, chaque diocèse est souverain. Le patron, le chef d'un diocèse, donc l'évêque, et il est omnipotent. Si on peut dire ça comme... Ibaba est juste le patron de l'archidiocèse qui regroupe les provinces de l'Estuaire et du Moyen-Ogoué. D'accord, mais donc il commande les autres prêtres. Des prêtres qui sont dans sa juridiction. Mais pourquoi quand je dis commander Elvis Ri, tu ne veux pas commander les gens? Au Gabon, les gens, ils aiment commander les autres. Hein. Il est responsable des prêtres qui sont sous sa juridiction. D'accord. Mais il n'a pas d'emprise sur le prêtre qui est à Makokou. Monsca, est-ce que ça ne veut pas dire que c'est lui qui est, par exemple, le supérieur des autres... Des autres évêques. Des autres archevêques, par exemple, de d'autres provinces. Non, des évêques. Parce que les autres sont des évêques. Lui, c'est parce qu'il a son siège à la capitale. En réalité. On peut avoir dans un pays plusieurs archevêques. Hein. Ça existe. Mais il y a forcément un qui est numéro 1 par rapport aux autres. Pour revenir sur ce que la cherche numéro 1. C'est pas qu'il est numéro 1, mais il est responsable devant eux. La preuve en est que vous pouvez avoir, par exemple, la conférence épiscopale du Gabon. C'est pas forcément l'archevêque qui est le président. Je crois actuellement c'est Mathieu Madega, donc qui est l'évêque de Mouila. Donc c'est des responsabilités partagées. Et puis vous travaillez en collégialité. En quoi? Collégialité. Donc c'est dans cet esprit-là que les musulmans veulent aussi s'inscrire, ils veulent s'inspirer, ils veulent donner. Donc ils veulent calquer un peu le modèle catholique. Bien sûr, ils veulent mettre en place un système qui ferait qu'il y ait une reconnaissance, on va dire, verticale de l'autorité religieuse au sein de la communauté musulmane et que les imams ne soient plus les sous-fifres des responsables politiques, comme ça a toujours été le cas sous Omar Bongo, sous Ali Bongo. Ils veulent aujourd'hui un renouveau, si on peut dire ça comme ça. Comme eux-mêmes ils disent, une restauration. Voilà, une restauration. Vers la félicité. Voilà, la félicité. Vers la félicité. Leur essor. Voilà, leur essor. Voilà, donc dès cet instant, on est vraiment dans cet environnement. Et le fait qu'on ait installé l'imam, le grand imam de Libreville, ça va peut-être encore créer quelques frictions parce que les autres ne vont pas forcément se reconnaître en lui, étant donné que c'est un groupe. Soit, c'est vrai que ça a été un souhait du président de la transition, mais le président de la transition n'a pas vocation à s'immiscer dans les affaires religieuses parce que il est responsable d'un pays laïque. Donc, de la même manière, en tant que simple fidèle à l'Église catholique, il n'a pas vocation à nommer évêque ou archevêque. C'est vrai que quand on propose d'élever un prêtre au rang d'évêque, les autorités du pays, puisque le Gabon a des relations diplomatiques avec le Vatican, on le consulte quand même. Mais ce n'est pas lui qui donne le choix définitif. Il peut être en opposition avec l'élévation au grade d'évêque ou au titre d'évêque d'un prêtre qui peut trouver subversif ou pas. Mais si le Vatican a déjà validé que c'est lui qu'eux ils veulent, ils vont forcément leur donner. Voilà, tac, moi, on passe au dialogue. Comment ça se passe? Alors, le dialogue... le dialogue, lui, il se passe, j'ai envie de dire, dans des conditions où on a connu l'ouverture, le 2, comme ça avait été indiqué. Il y a eu cette ouverture-là que tout le monde a pu apprécier. On a encore des gens qui vivent dans ce moment-là avec le grand moment d'émotion qu'il y a eu avec André Pepenze et le président de la transition. Ensuite, il y a eu l'installation du président du bureau, notamment l'archevêque de métropolitaine de Libreville. Mais depuis le 3 jusqu'à hier, on est rentré dans une phase d'abord de formation. Oui, des formations, oui, parce j'ai entendu parler. Il fallait bien qu'on forme les séminaires, on va dire les commissaires, oui. Puisqu'ils sont membres des commissions, parce qu'il y a 3 commissions et 12 sous-commissions. Et l'ensemble de ces commissaires-là devaient bénéficier d'une formation pour leur présenter les objectifs du dialogue, mais également les amener à comprendre qu'il s'agit d'un enjeu national
et que chacun a le devoir d'exemplarité et de responsabilité. Parce qu'il ne s'agira pas de venir chercher le pugilat là où il n'y en a pas. Il faut aller dans la discussion des termes qui sont proposés, du moins des contributions qui ont été faites par les Gabonais, juger de la pertinence d'une proposition et de pouvoir soit l'amender ou pas, en fonction des ambitions que nous nourrissons pour le Gabon de demain. Donc, ça a été du 3 au 5, et hier, le 6, le 7, c'était hier. Le 6, donc le samedi, il y a eu la plénière. Et la plénière avait vocation pour le président du bureau de pouvoir installer aussi bien les membres de son bureau, mais aussi de pouvoir installer les membres des présidents des commissions, afin de leur donner, comme on dit souvent, la bénédiction pour aller débuter les travaux. Et c'est ce qui se passe dès ce matin. Les travaux, c'est quoi? Les travaux en commission, hein? Les travaux en commission et en sous-commission. Normalement, ce sont des travaux d'abord en sous-commission. Et ça se fait dans des salles fermées? Oui. Mais la plénière, c'est quoi en fait? La plénière, c'est tous les commissaires, experts, toutes les personnes qui sont conviées à analyser, on va dire, les propositions qui ont été faites, sinon les contributions, ils se sont retrouvés dans une salle. Donc, tous les invités du dialogue se sont retrouvés dans la salle où c'était, on va dire, une autre ouverture, mais pour clairement amorcer le début des travaux, annoncer le début des travaux et pouvoir, plus ou moins encore, faire montre de pédagogie. Donc, tu ne peux, toi, en tant qu'homme des médias, tu ne peux assister au dialogue pendant les plénières. Tu ne peux pas rentrer dans les commissions. Si. Tu peux rentrer dans une salle là où il y a une commission. Il y a où il y a une commission, tu peux entrer, mais avec... Tu t'assois, tu écoutes. Voilà, tu écoutes. Je parle de quelqu'un d'accrédité. Voilà, tu ne prends pas la parole. Donc, si tu es accrédité, dès que tu envoies ton badge, parce qu'il y a des agents de sécurité, sinon des gens qui sont là pour faire respecter un certain nombre, pour filtrer les entrées et savoir si vous avez l'accréditation ou pas. Si vous avez l'accréditation de journaliste, évidemment, vous pouvez avoir l'accès à une salle, parce qu'après, il faut faire le compte rendu. Mais monsieur, si on prend un exemple de la commission... C'est lui Molière. Aujourd'hui, c'est moi Molière. Oui, aujourd'hui. Si on prend un exemple sur la commission économique, est-ce qu'ils doivent discuter par rapport aux contributions économiques, en fait, des certaines personnes? Oui, la commission économique, je crois qu'elle a à peu près, si je ne me trompe pas, 6 thématiques. 6 thématiques à peu près. Et chacune des thématiques devrait faire l'objet d'une discussion sur la base des contributions qui ont été faites. D'accord. Et aussi bien les experts que les gens qui ont été nommés au compte des partis politiques ou des ONG, des associations, vont débattre, parce que chacun aura un exemplaire des sujets en fonction des thématiques qui ont été mises en place. Donc, vous allez débattre et en discutant, si vous trouvez que la proposition qui est faite est pertinente, vous pouvez soit la garder en l'état, puisqu'elle semble vous convaincre, ou si vous lui trouvez des insuffisants, vous pouvez compléter. Mais si elle n'est pas de nature à pouvoir faire l'objet d'une véritable étude parce qu'il y aurait insuffisance d'arguments ou encore que ça ne colle pas à notre environnement économique, vous serez nécessairement obligé d'abandonner cette contribution-là. Est-ce que les commissaires ont droit à la parole? Oui. Au sortir d'une commission? Oui. On peut les interroger. Oui. On peut les interroger, poser la question de comment s'est déroulé, comment ils ont trouvé les échanges. Est-ce qu'il y a... Le président de la transition lui-même a donné le mot d'ordre. Il est important que les gens se parlent. C'est une discussion entre Gabonais. Donc la discussion entre Gabonais ne s'arrête pas seulement dans la commission. C'est aussi la capacité à pouvoir partager ses vues ou son analyse ou on va dire son avis sur comment se déroulent les commissions. Vous avez vu par exemple, il y a eu un petit incident parce que le jour qui a suivi l'ouverture, il y a eu un petit flottement simplement parce qu'il y a eu des petits manquements logistiques. Tout de suite, les gens ont pris la parole. Vous avez pu constater qu'un certain nombre de leaders, notamment de la société civile, ont fait des publications, d'autres ont fait des vidéos, d'autres ont été même interviewés. Vous avez la possibilité de dire les choses. Mais il faut dire les choses quand même dans le respect de l'esprit du dialogue. L'esprit du dialogue, c'est pour construire.
C'est pas pour venir jeter de l'anathème sur XY. Et le président de la transition lui-même l'a dit lors de son discours d'ouverture que ce n'est pas un tribunal. Ce n'est pas le tribunal où tu vas maintenant croire que c'est là où tu vas venir assassiner l'autre juridiquement. Non, ce n'est pas un tribunal. Ce n'est même pas un ring de boxe. C'est un endroit où on discute du Gabon, on discute de l'avenir, on discute de notre vie, du quotidien, de comment on perçoit le développement de notre pays et comment doit être le Gabon à la fin de la transition. Du moins, comment on doit commencer à penser le Gabon pendant et après la transition. Parce que l'ambition ici, c'est d'aller vers un avenir où chacun d'entre nous peut trouver ses marques, peut avoir sa place sans qu'il y ait des compromissions ou encore des négociations d'une quelconque nature, mais qu'on soit juste dans le pur respect du droit, de la légalité et de l'équité juridique. Mais Marcel Ibama, il boute pourquoi? Mais c'est sa nature. C'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission. J'explique pourquoi je le dis. Donc, quand il n'est pas d'accord... C'est sa nature. Et je crois qu'on ne devrait pas l'amener à se taire. Parce que Marcel Ibama, au même titre que M. Minta de la Machette syndicale, sont des partenaires sociaux qui sont là en quelque sorte pour éviter qu'on nous tourne en rond. Quand ça ne va pas, il faut laisser la possibilité à ce type de personnes de dire ce qui ne va pas. Et ça permet d'alerter. Ça permet de corriger le tir. Ouais, de gommer. Donc, à ce moment-là, il a raison lorsqu'il y a une situation qui n'est pas plus ou moins acceptable de s'exprimer et de dire ce qu'il a pu observer et de solliciter qu'il y ait des corrections ou qu'on porte des corrections pour pouvoir permettre d'aller de l'avant. Parce que si on est tous aussi dans un moule où finalement chacun va venir dire oui, non, ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe bien. À la fin, quand on va regarder les conclusions et puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas adaptées à notre environnement, ben on va leur dire mais vous nous avez trompés. Donc l'objectif, ce n'est pas d'aller de façon uniforme dire oui. L'objectif aussi, c'est de pouvoir dire non quand ça ne va pas et dire ce qui ne va pas. Quand tu vas aller, tu seras sur le terrain, quelles sont les commissions que tu vises? Parce que tu ne pourras pas tout faire. Il y a 3 commissions et 12 sous-commissions. Tu ne pourras pas aller partout. Non, je ne pourrais pas aller partout le même jour. Donc, ça va être vraiment commission par commission, atelier par atelier. On a à peu près 3 semaines maintenant, si on tient compte du fait que ça s'arrête, on va dire le 29, et puis le 30, il y a la clôture. Donc, on a à peu près 3 semaines. Et les 3 semaines, la priorité pour moi, c'est d'abord tout ce qui est en rapport avec l'éducation et le social, puis la politique. Parce que l'économique, tant que je sais qu'on a appelé des gens chevronnés pour des questions économiques, donc on aura à les consulter. Mais la priorité pour moi, c'est d'abord l'éducation et le social, puis la politique, parce que ce sont des secteurs où je m'y connais quand même assez. Et maintenant, après, l'économique, on va pouvoir interroger des gens pour voir ce qui s'y passe, mais on ira assister aux discussions, écouter, et puis faire le compte rendu. On a le droit d'enregistrer? Ça, je vais poser la question. Je ne sais pas si on peut enregistrer, mais ce qui est sûr, on peut interviewer des gens. Merci, Mosley, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Freshman. Voici l'horoscope des auditeurs. On se retrouve demain, lorsqu'il sera exactement 7h. Chers auditeurs, Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.